Bonjour. Pour l'agrégation, Aristote, dans Physique 4, livre 4, donc rapport du temps au mouvement. Le temps n'est pas le mouvement. Mais puisque le temps paraît surtout être en mouvement et en changement, c'est cet aspect qu'il faut examiner. Or, le changement et le mouvement de chaque chose sont uniquement dans la chose qui change, ou là où se trouve être la chose mue et changeante elle-même. Mais le temps est partout et en tout également. En outre, tout changement est plus rapide ou plus lent. Le temps, non, car la lenteur et la rapidité sont définies par le temps. Et rapide, ce qui est mu, beaucoup, en peu de temps. Lent, ce qui est mu, peu, en beaucoup. Mais le temps n'est pas défini par le temps, ni comme quantité, ni comme qualité. On voit donc que le temps n'est pas mouvement. D'ailleurs, pour le moment, nous n'avons à faire aucune différence entre mouvement et changement. Le temps n'est pas sans le mouvement. Maintenant, le temps n'existe pourtant pas sans le changement. En effet, quand nous ne subissons pas de changement dans notre pensée, ou que nous ne les apercevons pas, il ne nous semble pas qu'il se soit passé du temps. C'est la même impression qu'on a à leur réveil. Les gens qui, d'après la fable, ont dormi à Sardes, auprès des héros, ils relient en effet l'instant d'avant à celui d'après, et en font un seul, effaçant l'intervalle, parce qu'il est vide de sensations. Si donc l'instant n'était pas différent, mais identique et unique, il n'y aurait pas de temps. De même, quand sa variation échappe, il ne semble pas qu'il y ait un temps intermédiaire. Ainsi, puisque s'il nous arrive de ne pas penser qu'il s'écoule du temps, c'est quand nous ne déterminons aucun changement et que l'âme paraît durer dans un état unique et indivisible. Puisqu'au contraire, c'est en sentant et déterminant que nous disons qu'il s'est passé du temps. On voit qu'il n'y a pas de temps sans mouvement ni changement. Il est donc clair que le temps n'est ni le mouvement, ni sans le mouvement. L'essence du temps, élément du mouvement. Mais puisque nous cherchons l'essence du temps, il faut saisir en partant de cette première analyse quel élément du mouvement est le temps. En effet, c'est en percevant le mouvement que nous percevons le temps, car si, quand nous sommes dans l'ombre et ne ressentons rien par l'intermédiaire du corps, un mouvement se produit dans l'âme, aussitôt il semble que simultanément un certain temps se soit passé, et inversement, quand un certain temps paraît s'être passé, simultanément aussi un certain mouvement paraît s'être produit. Par suite, le temps est mouvement, ou quelque chose du mouvement. Comme il n'est pas le mouvement, il est donc quelque chose du mouvement. Dans la politique, le livre 7, chapitre 1er, bonheur, classe de biens, vertu. Quiconque s'apprête à rechercher sérieusement le régime le meilleur doit nécessairement déterminer d'abord quel genre de vie est le plus souhaitable. En effet, si cette question n'est pas éclaircie, celle du régime le meilleur ne le sera forcément pas non plus. Car il revient aux citoyens les mieux administrés de tirer le meilleur profit des situations existantes, sauf circonstances inopinées. C'est pourquoi il faut d'abord se mettre d'accord sur le genre de vie le plus souhaitable pour tous, peut-on dire, et après cela savoir si ce genre de vie est identique ou différent pour une communauté et pour chacun isolément. Estimant avoir dit bien assez de choses sur la vie la meilleure dans nos traités exotériques, nous devons à présent en faire usage. À la vérité, il y a en tout cas une répartition que personne ne pourrait contester. Il existe 3 classes de biens, ceux de l'extérieur, ceux du corps et ceux de l'âme.
et les gens pleinement heureux doivent les posséder tous. Personne ne pourrait se dire pleinement heureux, celui qui n'a nulle parcelle de courage, de tempérance, de justice ni de sagesse, mais qui a peur des mouches volant près de lui, qui ne recule devant aucun excès s'il a envie de manger ou de boire, qui pour un quart de bol fait périr ses amis les plus chers, et qui semblablement, pour l'intelligence, est aussi déraisonnable et facile à tromper qu'un enfant ou un fou. Ces propos-là, sans doute, presque tout le monde pourrait les admettre. Des divergences surviennent en revanche, dès lors qu'il s'agit de quantité et de supériorité. Aussi bien l'on estime suffisant d'avoir tant soit peu de vertus, tandis que richesse, fortune, pouvoir, réputation et toutes les choses de ce genre, on les recherche excessivement, à l'infini. Pour notre part, nous dirons une chose aux gens qui pensent ainsi, il est aisé en ces domaines également de tirer des faits, sa conviction en voyant que l'on acquiert et que l'on conserve non les vertus grâce au bien extérieur, mais ces derniers grâce à celles-là. Quant à la vie heureuse, qu'elle consiste pour les gens dans le plaisir, dans la vertu ou dans les deux ensemble, elle appartient à ceux qui, parés même à l'excès des dons du caractère et de l'intelligence, restent mesurés dans l'acquisition des biens extérieurs, plus qu'aux gens qui, tout en possédant plus qu'il ne faut de ces derniers biens, manquent en revanche de ces dons-là. Néanmoins, il est possible aussi à qui examine la question par le raisonnement d'en avoir une bonne vue d'ensemble. Les biens extérieurs, en effet, ont une limite, comme un instrument quelconque, et tout ce qui est utile l'est en vue de quelque chose. L'excès de ces biens est nécessairement nuisible, ou sans aucune utilité pour ceux qui les possèdent. Chacun des biens de l'âme, au contraire, est d'autant plus utile qu'il est plus abondant s'il faut compter parmi ceux-ci non seulement la beauté, mais encore l'utilité. Au total, nous soutiendrons d'évidence que la qualité la meilleure de chaque chose, comparée aux autres, correspond, en termes de supériorité, à la valeur précisément des choses auxquelles nous attribuons ces qualités. De sorte que, s'il est vrai que l'âme est plus précieuse que l'acquisition matérielle et que le corps, cela à la fois de manière absolue et relativement à nous, la disposition la meilleure de chacun de ces trois éléments est nécessairement aussi du même ordre. En outre, c'est pour l'âme que ces biens sont naturellement préférables, et que tous les gens de bon sens doivent les préférer, et non pas en vue de ces biens qu'il faut considérer l'âme. Toujours dans la poétique suite, livre 8, chapitre 1er, rapport de l'éducation avec le régime et avec la cité. Personne ne contestera que le législateur doive s'employer principalement à l'éducation des jeunes gens. Dans les cités, en effet, lorsque ce soin fait défaut, cela nuit au régime. Or, c'est en rapport avec chaque régime que doit se faire l'éducation, vu que le caractère particulier de chaque régime sauvegarde d'habitude celui-ci, de même qu'il en a permis l'établissement dès le début. C'est-à-dire que le caractère démocratique sauvegarde la démocratie. Et le caractère oligarchique, l'oligarchie, est toujours le caractère le meilleur et cause d'un régime meilleur. De surcroît, pour toutes les formes de capacité et d'habileté, il y a des enseignements et des habitudes à inculquer préalablement à chaque pratique. De même, dès lors pour les activités de la vertu, puisqu'il existe une fin unique pour la cité entière, il est manifeste que l'éducation aussi est nécessairement une et identique pour tous, et que le soin doit en être affaire commune, non particulière, à la manière dont aujourd'hui chacun prend soin de ses enfants en particulier, en leur assurant l'enseignement particulier qu'il juge bon. On doit en revanche rendre commun l'exercice de ce qui touche à la communauté. En même temps, on ne doit pas du tout croire qu'un citoyen s'appartient. Tous appartiennent à la cité, car chacun est une partie de la cité, et le soin accordé à chaque partie a naturellement en vue le soin de l'ensemble. Livre 8, chapitre 3, enseignement et loisirs, la véritable utilité des études.
Il est 4 branches, peut-on dire, qu'on enseigne d'habitude: lettres, gymnastique, musique et en 4e lieu pour certains dessins. Les lettres et le dessin parce qu'ils sont, croit-on, utiles dans la vie et d'usage varié. La gymnastique parce qu'elle inciterait à la bravoure. Quant à la musique, on peut être dans le doute, car aujourd'hui la plupart des gens s'y livrent comme pour le plaisir, tandis qu'à l'origine on lui fit place dans l'éducation parce que la nature même cherche, on l'a dit bien des fois, non seulement à s'occuper correctement, mais aussi à pouvoir jouir noblement du loisir. Voilà l'origine unique de toute chose, parlons-en de Rechef. S'il faut les deux sans doute, mais que le loisir soit de loin préférable à la vie active et qu'il en soit la fin, encore doit-on rechercher ce qu'il faut faire du loisir. Non point jouer à coup sûr, car alors le jeu serait forcément pour nous la fin à quoi doit tendre la vie. S'il est vrai que c'est la chose impossible, et qu'il faille plutôt recourir au jeu lors même des occupations, car celui qui peine a besoin de répit, et le jeu a en vue le répit, tandis que le fait de s'occuper va de pair avec peine et contention. On doit pour cette raison introduire des jeux en guettant le moment favorable pour en faire usage, comme on les introduirait en vue d'une médication. Le mouvement que le jeu apporte à l'âme est en effet grâce au plaisir, détente et répit. Le fait même d'avoir du loisir comporte, semble-t-il, le plaisir, le bonheur et la vie pleinement heureuse. Cela n'appartient point à ceux qui sont occupés, mais à ceux qui ont du loisir, car l'homme occupé l'est en vue d'une fin qu'il croit ne pas posséder, alors que le bonheur est une fin qui, de la vie générale, s'accompagne non de chagrin, mais de plaisir. Ce plaisir, cependant, on ne le pose plus comme étant identique pour tous, mais chacun le pose d'après lui-même et suivant sa propre disposition. L'homme le meilleur se propose le plaisir le meilleur, celui dont l'origine est la plus noble. Dès lors, il faut d'évidence, en vue du loisir consacré au divertissement de l'esprit, apprendre certaines choses et se laisser éduquer. Cette éducation et ces études doivent exister pour elles-mêmes, tandis que celles qui forment à la vie active doivent exister comme indispensables à d'autres fins. Voilà bien pourquoi les anciens dans l'éducation firent place à la musique, non comme étant indispensable, car elle ne contient rien de tel, ni même utile, comme sont les lettres pour les affaires, tant pour l'administration domestique, pour l'étude et pour nombre d'activités civiques. Il semble aussi que le dessin soit utile pour mieux juger les œuvres des artistes. Non plus qu'à la manière de la gymnastique qui vise à la santé et à la vigueur. Nous ne voyons aucune de ces deux dernières naître de la musique. Reste donc que la musique est utile pour le divertissement de l'esprit dans le loisir, ce pourquoi précisément on l'a d'évidence introduite. On lui fait place en effet dans ce que l'on pense être le divertissement des hommes libres. C'est pourquoi Homère a ainsi chanté « Seul on l'invitera au somptueux festin », citant encore d'autres personnages qui invitent un aide, dit-il, pour les enchanter tous. Ailleurs, Ulysse dit que ces divertissements excellents, quand les hommes étant dans la joie, conviés au festin, dans les salles, ils écoutent la Haide assis en longue file. Il existe donc, la chose est claire, une éducation qu'il faut inculquer à ses enfants, non parce qu'elle serait utile, même indispensable, mais parce qu'elle est, croit-on, libérale et noble. On devra dire ultérieurement si cette éducation est unique, ou bien diverses, quelles en sont alors les formes et comment les inculquer. Mais pour l'heure, nous avons dans une certaine mesure l'avantage de tenir des anciens même un témoignage fourni par les objets bien établis de l'éducation. La musique le démontre. Encore faut-il, parmi les objets utiles de l'éducation, en inculquer aux enfants certains non seulement pour leur utilité, l'étude des lettres par exemple, mais aussi pour leur pouvoir de susciter nombre d'autres études. Semblablement, le dessin que l'on enseigne non point pour éviter aux gens de graves erreurs dans leurs achats personnels, et enfin qu'ils ne se laissent pas duper dans l'achat et la vente de biens mobiliers, mais plutôt parce que le dessin fait voir la beauté des corps. Chercher partout l'utile ne sied pas le moins du monde aux grandes âmes et aux hommes libres. Livre 8, chapitre 5, fin et action de la musique. Mais peut-être faut-il reporter cet examen à plus tard,
La première recherche à faire est la suivante. Faut-il ou non inclure la musique dans l'éducation et quel est son pouvoir dans les trois questions soulevées: éducation, jeu, divertissement de l'esprit? En toute raison, elle se classe dans les trois et y participe selon toute apparence. Car le jeu a en vue le délassement, or le délassement est forcément agréable, c'est en somme un remède aux soucis que causent les travaux pénibles. Et le divertissement libéral, on est d'accord là-dessus, ne doit pas contenir seulement le beau, mais aussi le plaisir. Être heureux relève de ces deux conditions. Or, la musique, nous l'affirmons tous, est l'une des choses les plus agréables qui soit, aussi bien quand elle est purement instrumentale que lorsqu'elle comporte une mélodie chantée. C'est en tout cas ce que prétend Musée. Pour les mortels, chanter est ce qu'il y a de plus agréable. Voilà pourquoi, en toute raison, l'on accueille la musique dans les réunions et les divertissements libéraux pour sa capacité à créer de la joie. Dès lors, on pourra concevoir qu'il faut lui faire place dans l'éducation des jeunes gens. Tous les plaisirs inoffensifs sont bienséants, non seulement par rapport à la fin véritable, mais aussi par rapport au délassement. Et comme il advient rarement aux hommes d'arriver à leur fin, que souvent en revanche ils se délassent et recourent au jeu sans chercher plus que leur simple plaisir, il pourrait bien leur être utile de s'abandonner au délassement dans les plaisirs tirés de la musique. D'autre part, il est arrivé aux hommes de faire de leur jeu une fin. C'est peut-être que la fin même contient un certain plaisir, mais pas n'importe lequel. En cherchant ce plaisir-ci, ils ne prennent pour celui-là, parce que le plaisir de jouer ressemble un peu au but final de nos actes, car la fin n'est pas souhaitable en vue d'une chose à venir, et les plaisirs de cette sorte ne sont pas tels à cause de l'avenir, mais bien à cause du passé, à cause par exemple de peine ou d'un chagrin. Donc la raison pour laquelle les gens cherchent à créer leur bonheur grâce à ces plaisirs, on pourrait supposer que c'est celle-là selon toute vraisemblance. En revanche, pour ce qui est de participer à la musique, on ne le fait pas pour cette seule raison, mais parce que la musique est, semble-t-il, profitable au délassement. Néanmoins, il faut rechercher si cela n'est pas un simple accident, alors qu'en réalité la nature de la musique est plus précieuse que ne le ferait croire l'usage qu'on en dit. Et s'il faut non seulement participer au plaisir commun qu'elle dispense, plaisir que tout le monde ressent, car la musique contient un plaisir naturel, grâce à quoi la pratique en est chère à tous les âges et à tous les caractères, mais encore voir si par hasard elle n'exerce pas son influence tant sur le caractère que sur l'âme. Aristote dans les Politiques, livre 2, chapitre 8, la constitution d'Hippodamos de Milet. Car certains se demandent s'il est dommageable ou avantageux pour les cités de changer les lois ancestrales s'il y en a une autre qui est meilleure. C'est pourquoi il n'est pas facile de se rallier hâtivement à ce qu'a proposé Hippodamos dans le cas où il n'y a pas avantage à changer les lois. Mais il peut arriver que certains proposent d'abolir certaines lois ou la Constitution sous prétexte de bien commun. Et puisque nous en avons fait mention, il est préférable de donner quelques explications, peu nombreuses mais précises à ce sujet, car il y a, comme nous l'avons dit, une difficulté, et il pourrait sembler meilleur d'opter pour le changement. Dans les autres sciences, celui-ci a été avantageux. La médecine, par exemple, a modifié ses préceptes ancestraux, de même que la gymnastique et en général tous les arts et savoir-faire. De sorte que, puisque la politique doit être considérée comme l'un d'eux, il est manifeste qu'il en est nécessairement de même dans son domaine aussi. On pourrait en apporter une preuve en recourant aux faits, car les lois anciennes sont par trop simplistes et barbares. Les Grecs de jadis, par exemple, ne quittaient jamais leurs armes et s'achetaient mutuellement leurs femmes. Et tout ce qui subsiste ça et là des anciennes coutumes est d'une absolue niaiserie. À Cumes, par exemple, il existe une loi concernant le meurtre selon laquelle si celui qui accuse de meurtre peut produire un nombre défini de témoins de son propre lignage, l'accusé est reconnu coupable du meurtre. Or, ce que tout le monde recherche, ce n'est pas ce qui est ancestral, mais ce qui est bon. Et il est vraisemblable que les premiers hommes, qu'ils soient nés de la terre ou qu'ils aient été les survivants de quelque cataclysme, devaient ressembler aux premiers idiots venus, comme on le dit, des gens nés de la terre,
si bien qu'il serait absurde de rester attaché aux dogmes de gens de ce genre. Outre cela, il n'est pas préférable non plus de garder immuables les lois écrites. Comme dans les autres arts, en effet, en matière d'organisation politique, aussi il est impossible de tout coucher par écrit avec précision, car nécessairement ce qui est écrit est général, alors que les actions concernent le particulier. Tout cela montre donc à l'évidence qu'il faut modifier certaines lois en certaines circonstances. Mais quand on considère les choses d'une autre manière, il semblerait qu'il faille faire preuve d'une grande circonspection. Car lorsque l'amélioration est faible, comme il est par ailleurs mauvais de s'habituer à changer aisément les lois, il est évident qu'il vaut mieux tolérer certaines erreurs de la part tant des législateurs que des magistrats. En effet, l'utilité qu'il y a à changer la loi n'est pas aussi grande que le dommage causé par celui qui aura pris l'habitude de désobéir aux magistrats. Et l'exemple tiré des techniques est faux, car ce n'est pas la même chose de changer un art et une loi. La loi, en effet, n'a pas d'autre force pour se faire obéir que l'usage, lequel n'advient pas sans un certain laps de temps. De sorte que passer facilement des lois existantes à d'autres lois nouvelles, c'est rendre infirme la puissance de la loi. De plus, même s'il y a des lois qui doivent être modifiées, faut-il le faire dans toutes sortes de constitutions ou non? Serait-ce la tâche du premier venu ou de certaines personnes déterminées? Car cela fait une grande différence. Suite de politique, livre 4, chapitre 4. Une autre espèce de démocratie, c'est celle où toutes les autres caractéristiques sont les mêmes, mais où c'est la masse qui est souveraine, et non la loi. C'est le cas quand ce sont les décrets qui sont souverains et non la loi. Cela arrive par le fait des démagogues, car dans les cités gouvernées démocratiquement selon la loi, il n'est pas de démagogues, mais ce sont les meilleurs des citoyens qui occupent la première place. Là où les lois ne dominent pas, alors apparaissent les démagogues. Le peuple en effet devient monarque, unité composée d'une multitude, car ce sont les gens de la multitude qui sont souverains, non pas chacun en particulier, mais tous ensemble. De quel gouvernement parle Homère en disant que le commandement de plusieurs n'est pas bon? De celui-ci ou de celui où beaucoup de gens exercent le pouvoir individuellement? Cela n'est pas clair. Donc, un tel peuple, comme il est monarque, cherche à exercer un pouvoir monarchique, parce qu'il n'est pas gouverné par une loi et il devient despotique, de sorte que les flatteurs sont à l'honneur. Et un régime populaire de ce genre est l'analogue de la tyrannie parmi les monarchies. C'est pourquoi le caractère de ces deux régimes est le même. Tous deux sont des despotes pour les meilleurs. Les décrets de l'un sont comme les ordres de l'autre, et le démagogue et le courtisan sont identiques et analogues, et ils ont chacun une influence prépondérante. Les courtisans sur les tyrans, les démagogues sur les régimes populaires de ce genre. Ces démagogues sont cause que les décrets sont souverains et non les lois. Ils portent en effet tous devant le peuple, car ils n'arrivent prendre l'importance que du fait que le peuple est souverain en tout et que sont souverains de l'opinion du peuple. Car la multitude les suit. De plus, ceux qui accusent les magistrats disent que c'est le peuple qui doit trancher. Celui-ci accueille avec joie cette invitation, de sorte que toutes les magistratures sont ruinées. Et on pourrait raisonnablement penser qu'il faut blâmer cette sorte de démocratie en disant qu'elle n'est pas une constitution, car partout où les lois ne gouvernent pas, il n'y a pas de constitution. Car il faut que la loi commande à tous les cas particuliers étant tranchés par les magistrats en accord avec la Constitution, de sorte que si la démocratie est bien l'une des constitutions, il est manifeste qu'une telle organisation dans laquelle tout se règle par des décrets n'est pas une démocratie à proprement parler, car aucun décret ne peut être universel. Voilà la manière dont il faut distinguer les espèces de la démocratie. Livre 5, chapitre 9. Les qualités nécessaires aux magistrats et aux législateurs pour sauvegarder les constitutions. 3
3 qualités doivent appartenir à ceux qui sont destinés à exercer les magistratures les plus importantes. D'abord, de la sympathie pour la constitution en place, ensuite une capacité imminente dans le domaine de leur magistrature, en troisième lieu, l'excellence et la justice qui sont dans chaque constitution appropriées à cette constitution. Car si le juste n'est pas le même du point de vue de toutes les constitutions, nécessairement il y aura différentes variétés de justice. Mais il y a des difficultés quand toutes ces qualités ne se trouvent pas chez la même personne. Comment alors faire le choix? Par exemple, si un individu a des aptitudes à être stratège, mais est pervers et n'a pas de sympathie pour la Constitution, alors qu'un autre est juste et ami de la Constitution, mais inapte aux fonctions de stratège, comment faut-il faire le choix? Il semble qu'il faille regarder 2 choses. Laquelle de ces 2 qualités est la plus répandue parmi tous les citoyens, et laquelle l'est le moins? C'est la raison pour laquelle, dans le cas de la fonction de stratège, on regardera plutôt l'expérience que la vertu. Les dons de stratège, en effet, sont peu répandus, alors que l'honnêteté l'est plus, mais pour une fonction de gardien du trésor ou d'intendant, c'est le contraire, car cela demande plus de vertu que n'en possèdent la plupart des gens, alors que le savoir nécessaire est commun à tous. Livre 5, toujours, suite, chapitre 9. Mais le plus efficace de tous les moyens dont on a parlé pour faire durer les constitutions et qui est aujourd'hui négligé par tous, c'est de donner une éducation conforme aux différentes constitutions. Car aucune des lois les plus utiles ne sera du moindre profit, même si elle est ratifiée par l'ensemble du corps politique, si les citoyens ne sont pas dotés de dispositions, c'est-à-dire éduqués, dans la perspective de la Constitution, dans une perspective démocratique, si les lois sont démocratiques, oligarchiques, si elles sont oligarchiques. L'intempérance, en effet, si elle peut concerner un individu, peut aussi concerner une cité. Mais avoir reçu une éducation conforme à la Constitution, ce n'est pas faire ce qui plaît aux oligarques ou aux partisans de la démocratie, mais de grâce, à quoi les premiers pourront gouverner oligarchiquement et les seconds vivre en démocratie? Or, en fait, dans les oligarchies, les fils des gouvernants vivent dans la mollesse, alors que ceux des gens modestes deviennent entraînés et durs à la peine, si bien que c'est plutôt en eux que veulent et peuvent innover. C'est plutôt eux qui veulent et peuvent innover. Par ailleurs, dans les démocraties qui passent pour démocratiques par excellence, c'est le contraire de l'avantage commun qui s'est établi. La cause en est qu'on y donne une définition erronée de la liberté, car il semble que les 2 choses définissent la démocratie. La souveraineté de la masse et la liberté. Il semble en effet aux démocrates que le juste c'est l'égal, et qu'est égal ce qui est jugé tel par la masse, laquelle est souveraine, et que la liberté est l'égalité, c'est de faire ce qu'on veut, de sorte que dans de telles démocraties, chacun vit comme il veut et va là où le mène son désir, comme le dit Euripide. Et c'est cela qui est mauvais, car il ne faut pas croire que ce soit un esclavage de vivre selon la Constitution, c'est au contraire le salut. Dernier extrait du Politique. Livre 8, chapitre 5. De plus, ceux qui ont écouté des sons imitatifs ressentent tous des affections semblables à ces sons, même s'ils ne sont pas accompagnés de rythme ou de mélodie. Et puisqu'il se trouve que la musique fait partie des choses agréables et que la vertu concerne le plaisir, l'amour, la haine éprouvée correctement, rien n'est évidemment aussi important à apprendre et à faire entrer dans nos habitudes que de juger correctement et d'avoir du plaisir dans des mœurs honnêtes et des belles actions. Et surtout dans les rythmes et les mélodies, il y a des objets ressemblant de près à la nature véritable de la colère, de la douceur, mais aussi du courage, de la tempérance, ainsi que de tous les contraires et des autres dispositions éthiques, c'est évident, d'après les faits, car notre âme est bouleversée quand nous entendons de tels morceaux. Et l'habitude de ressentir de la peine et de la jouissance, du fait des simples ressemblances et voisines de la manière dont on les ressent face à la réalité,
Par exemple, si quelqu'un a plaisir à contempler l'image d'un individu pour la seule raison de la beauté de la forme représentée nécessairement, la vue de celui dont il contemple l'image lui sera agréable. Mais il se trouve que parmi les objets sensibles, d'une part, ceux qui ne sont pas audibles ne présentent aucune ressemblance avec des dispositions éthiques, par exemple les objets du toucher et du goût. Et d'autre part, les objets visibles ne le font que modérément, car il y a des formes qui ont cette propriété. Mais si tout le monde a part à ce genre de perception, ce n'est que dans une faible mesure. De plus, elles ne sont pas des imitations des dispositions éthiques, mais les formes et les couleurs produites sont plutôt des signes des dispositions éthiques, signes qui se reflètent dans le corps à l'occasion des passions. Néanmoins, dans la mesure où il y a aussi une différence liée à la contemplation de ces représentations, il faut que les jeunes gens contemplent non pas les œuvres de Pozon, mais celles de Polignotte ou de tout autre peintre ou sculpteur qui représenterait des dispositions éthiques. Dans les mélodies, par contre, on rencontre des imitations des dispositions éthiques, et cela est manifeste, car d'emblée il y a une marge entre les natures des harmonies, de sorte que les auditeurs en sont différemment affectés, et pas de la même manière par chacune d'elles, mais certaines nous poussent plutôt à une disposition à la fois plus plaintive et ferme, comme celle qu'on appelle mixolydienne, d'autres nous font un esprit plus doux, comme celles qui sont relâchées. Une autre donne surtout à l'esprit mesure et stabilité, comme seule semble le faire parmi les harmonies la dorienne, alors que la phrygienne rend enthousiaste. De cela, en effet, ceux qui ont philosophé sur cette éducation parlent bien, car ils apportent comme preuve de leur dire les faits eux-mêmes. Et il en va de même à propos des rythmes. Les uns en effet ont un caractère plus régulier, d'autres un caractère vif, les uns avec des mouvements plus grossiers, les autres plus dignes d'hommes libres. Il est manifeste à partir de cela que la musique a le pouvoir de doter l'âme d'un certain caractère, et si elle a ce pouvoir, il est évident qu'il faut diriger les jeunes gens vers elle et les éduquer. Et l'enseignement de la musique est adapté à la nature de cet âge, car les jeunes gens, du fait de leur âge, ne supportent pas de leur plein gré quoi que ce soit de déplaisant, et la musique est par nature chose des plus agréables. Et il semblerait que notre âme ait une parenté avec les harmonies et les rythmes. C'est pourquoi beaucoup parmi les sages prétendent les uns que l'âme est une harmonie, les autres qu'elle possède une harmonie. Merci.